Wadja, Kwekwe, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sophie-Claude Miller. Merci de vous joindre à nous. C'est aujourd'hui qu'est sorti le rapport de la commission Vien. Rappelons que cette commission avait pour objectif d'enquêter sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Jacques Vien est le commissaire de la commission d'enquête pour les services publics pour les Autochtones au Québec. Et il affirme qu'il est temps pour le Québec de présenter ses excuses. Si je recommande au gouvernement de faire amende honorable et de présenter des excuses au peuple autochtone du Québec pour les préjudices causés depuis trop longtemps par les lois, les politiques, les normes ou les pratiques des services publics à leur endroit. Lundi, Vien a rendu public le rapport très attendu résultant de ses 2 ans et demi d'enquête. Ce document de 520 pages met en lumière 142 appels à l'action. Parmi les 142 appels à l'action, on demande aussi plus de financement pour le logement, implanter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et de rendre les services plus amicaux pour les Autochtones qui ne parlent pas français. Vien dit que les appels à l'action sont émis pour combattre ce qu'il décrit comme du racisme systémique dans la province. Dans une société développée comme la nôtre, ce constat est tout simplement inacceptable. Le chef régional de l'APNQL, Ghislain Picard, dit que le rapport confirme ce que les Premières Nations disent depuis longtemps. Il accueille les appels à l'action, mais il s'inquiète de la façon dont ils seront implantés. Ce que je trouve peut-être faible dans ces conclusions, c'est le fait que tout ça soit remis entre les mains du protecteur du citoyen pour le suivi. On a été très clair que pour nous, dans notre propre mémoire, que c'était insuffisant. Suivant la diffusion du rapport, les représentants des affaires autochtones, de la justice et des services sociaux ont tenu une conférence de presse. Ils ont encensé le courage des femmes autochtones qui ont pris la parole et ils ont mis l'emphase sur le fait qu'ils allaient rencontrer les leaders autochtones le 17 octobre pour discuter de la façon dont ils allaient réaliser les appels à l'action. Que ce n'est pas qu'une responsabilité du gouvernement, que ce n'est pas qu'une responsabilité des nations autochtones, c'est une responsabilité de société. Lorsque questionné au sujet d'excuses, D'Amour était évasé. Je vous dis que mercredi, il y aura une déclaration du premier ministre qui a rapport avec le juge Vien. Picard a une opinion tranchée, à savoir qui devrait recevoir des excuses. Je trouve que s'il y a des excuses à prononcer, c'est beaucoup plus au niveau des femmes qui ont osé lever la voix et dénoncer. C'est vraiment là que les excuses devraient aller. Sophie-Claude Miller, Nouvelle nationale d'APTN, Val-d'Or. Montréal fut l'hôte d'une importante manifestation contre les changements climatiques. Voici ce que l'équipe d'APTN a compilé pour vous lors de cette marche ouverte par un groupe de jeunes autochtones et la jeune activiste suédoise désormais célèbre Greta Thunberg. Important dans nos protocoles de faire la démonstration de notre volonté comme peuple autochtone, comme Première Nation. Aujourd'hui, je marche avec mes petits-enfants et à mon tour de les écouter, mais surtout de les entendre. Ce qu'il faudra aussi se rappeler, c'est que le territoire qui va accueillir nos pas aujourd'hui, c'est aussi le territoire de la Grande Paix de Montréal, signé ici même en 1701. Extrêmement important que nous puissions lui témoigner notre appui et notre assistance dans cette grande démarche qui nous convie toutes et tous. Que pensez-vous des conclusions du rapport de la commission Vien et de la manifestation pour le climat? Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel APTN en un mot, sur Twitter @nouvelle au pluriel APTN et pour nous rejoindre par courriel, l'adresse est le info nouvelle au pluriel @aptn.ca.
Le film Kwesipan, réalisé par Myriam Véro, rafle des prix alors qu'il n'est même pas encore sorti en salle. Récemment, il a gagné le Grand Prix du Festival du cinéma de la Ville de Québec. Sylvie Ambroise a parlé avec des artisans à propos des motivations culturelles du film. Je ne me souviens plus depuis quand. Qui signifie « À ton tour » est un film issu du roman de Naomi Fontaine, originaire de la communauté de Uashat-Makmaniutenam. Co-scénarisé avec Myriam Véro, la réalisatrice qui a participé à la production du documentaire Québécoisie. Le film réalisé et tourné dans la communauté de Uashat-Makmaniutenam avec des acteurs Innu de l'endroit. Au tout début, quand j'ai rencontré Myriam, on avait le même désir de présenter une histoire où il y aurait de l'espoir, puis où ce serait un film fait avec une communauté autochtone, on ne savait pas encore laquelle, où on présenterait aussi la lumière, les valeurs. Puis c'est pour ça que quand on a lu Kwesipan, tout était là. Donc c'est sûr qu'il y avait des côtés plus tragiques, mais il y avait aussi tout le beau côté. Ce qu'on voulait avec le film, c'était d'aller à l'encontre de tous les préjugés puis les idées préconçues qu'on peut avoir. Un blanc? Ouh, un blanc. Le film raconte l'histoire de deux meilleurs amis qui grandissent ensemble dans la réserve de Uashat, située près de Sept-Îles, dans l'est du Québec. Dans le film, le quotidien des Inuits est abordé par des situations qui se passent autour d'elles. L'identité, le racisme, et on y parle également de clichés autochtones tels que l'alcoolisme, le suicide. C'était beaucoup de travail, beaucoup d'introspection, de réflexion. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont devenus mes amis. Myriam Véro, la réalisatrice, nous raconte que le film a demandé beaucoup de recherche et de compréhension culturelle. Il y avait beaucoup d'Inuits dans le processus, pas juste devant l'écran, dans la production. Et les acteurs, c'est presque tous des Inuits, mais il y avait beaucoup aussi de Québécois blancs de Montréal qui arrivaient puis qui se mélangeaient à ça. Puis moi, c'est d'arrimer les deux cultures, qu'on le fasse vraiment dans un esprit d'échange et non pas une culture qui arrive puis qui impose à l'autre comment faire. Malgré le succès du roman, qui a déjà gagné le Grand Prix de la compétition pour le long-métrage du Festival de cinéma de la Ville de Québec, Véro a fait plusieurs révisions du scénario. Aussi, elle a essuyé plusieurs refus pour le financement du projet. Malgré ces obstacles, le film a prouvé que les défis pouvaient être relevés. Je pense qu'ils doutaient. Et puis de les convaincre vraiment qu'on pouvait faire un bon film. On a réussi à les convaincre, mais ça a été difficile. C'est de ça que je suis le plus fière, je te dirais, dans tout ça. Là. C'est le processus, comment on a fait ça. Kwesipan vous transportera dans la réalité du monde Innu, en salle dès le 4 octobre. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. C'est déjà l'heure de la première pause de votre bulletin de nouvelles. Au retour, le reportage sur le concert bénéfice pour les guerrières affectées par les feux de forêt en Amazonie. À tout de suite. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Un événement caritatif tenu à Montréal a permis d'amasser plus de 3 000 $ pour un groupe de guerrières amazoniennes qui combattent les feux dans la forêt amazonienne et les politiques génocidaires du Brésil. Un reportage de Lindsay Richardson. Alors que les feux ont ravagé la forêt amazonienne, assombrissant les rues du Brésil, un mouvement mondial a commencé à prendre forme pour protéger les poumons de la terre. People united will never be defeated. Enjoy your night. Au Québec, à 800 km de là, les femmes autochtones ont répondu à l'appel à l'action et se sont mobilisées pour amasser les fonds. Women are just known naturally to work very fast when it comes to coordinating things, getting things together. Défenseur de l'environnement expérimenté, Shannon Chief s'est associé à diverses organisations communautaires afin d'organiser un important événement caritatif et un festin traditionnel
en un peu plus que 3 semaines. Once you start meeting or connecting yourself to the people down south and they shared with you all these different things that are going on, then you kind of carry something in a way where you just want to be able to help in any way possible. Pour ceux venant du Brésil, c'était l'occasion de partager les valeurs culturelles éclipsées par le leadership de division du pays, tout en affirmant le rôle crucial des femmes autochtones jeunes et âgées, tant dans la résistance environnementale que territoriale. Il y a, je pourrais dire, l'horreur et la beauté dans ce processus. Malgré ce fléau persistant au sein de son pays natal, Alessandra Devulski, cofondatrice d'un collectif Brésil-Montréal, affirme qu'il est difficile de faire preuve d'indifférence face à la ténacité des femmes de l'Amazonie qui luttent pour leurs droits inhérents. Ce sont des femmes qui vont établir des mouvements vraiment grassrooted. Ce sont des femmes qui comprennent que les mouvements sociaux, ils vont commencer d'en bas à haut. Les recettes de l'événement de samedi, soit un peu plus de 3 000 $, profiteront directement à une association de guerrières amazoniennes qui travaille à promouvoir l'autonomisation et l'autodétermination dans la région nord de Rondônia. Ces femmes-là, elles ont vraiment une capacité, je pourrais dire, qui n'a pas de fin, de lutter contre ce genre de régime autoritaire. Au-delà de la contribution financière, Chief a affirmé que l'événement continuera d'avoir des répercussions positives. Elle prévoit montrer les images des prestations et des discours à une délégation de femmes autochtones au Panama, comme preuve de l'impact collectif, alors qu'elle planifie un éventuel sommet mondial sur l'eau en 2020. I think the most important thing today about being a woman is being aware of what's going on in the world and just trying to do something about it. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Justin Trudeau a récemment dévoilé le plan d'action du Parti libéral contre les changements climatiques à Burnaby, en Colombie-Britannique. Le plan promet un seuil d'émissions nul d'ici 2050. Mais il y a très peu de détails. Trudeau s'est fait demander pourquoi les électeurs autochtones devraient voter pour lui alors qu'ils sont désabusés par l'achat de l'oléoduc Trans Mountain et le retrait de Jody Wilson-Raybould du caucus libéral. Trudeau a évité de répondre directement à la question au sujet de Wilson-Raybould. Il a plutôt vanté les avantages de l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain et a abordé la façon dont les profits tirés de la vente de bitume à des marchés étrangers pourraient être réinvestis en vue d'assurer un avenir plus vert, avec l'éventuelle participation de partenaires autochtones aux oléoducs. We are pleased to be working with a large number of Indigenous communities and leaders across Alberta and BC who are interested in becoming partners in the TMX expansion. We recognize that there are strongly held views on both sides of this issue, and we are listening very carefully to people with concerns to minimize those concerns, to demonstrate the kind of partnership and respect that is at the heart of reconciliation. Un nombre troublant de décès d'enfants autochtones est lié au service de protection de l'enfance en Ontario, et c'est surtout dans le nord de l'Ontario. Jackson a découvert qu'entre 2013 et 2017, il y a eu 102 décès d'enfants autochtones liés au système. De ce nombre, 73 décès sont survenus dans le nord de l'Ontario et sont liés aux agences de protection de l'enfance autochtone. La majorité étaient des suicides ou des causes indéterminées. L'enquête a également révélé que ces agences autochtones étaient sous-financées de 400 millions de dollars par le gouvernement fédéral. En 2018, un rapport spécial du coroner a examiné ces décès et a révélé que les services de protection de l'enfance du gouvernement de l'Ontario sont à blâmer. De son côté, le Tribunal canadien des droits de la personne a déclaré le Canada coupable de systématiquement sous-financer les services de l'aide à l'enfance dans les réserves. Children died waiting for Canada. That's the problem with them saying, "Oh, well, we're making good first steps and be patient with us." The reality is that children's lives are really on the line while we're waiting, and many children lost their lives during the time we litigated this case and for the many years before when they had a chance to fix it. Voici la dernière pause avant notre entrevue avec la présidente de l'organisme Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel.
Rebienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Membre de la nation Innu, présidente de l'Organisme des femmes autochtones du Québec depuis 2012, voici l'entrevue que nous avons réalisée avec Viviane Michel un peu plus tôt ce mois-ci. Quoi, Viviane Michel? Je te salue et je salue les gens qui nous regardent. Ah, merci beaucoup. Il y a la commission d'enquête sur les services publics qui va soumettre son rapport très bientôt en octobre. Donc, pour Femmes autochtones du Québec, vous aviez émis des recommandations par rapport à ça. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport-là? On fait quoi là avec le système de justice? Nos sœurs n'ont pas été crues. Nos sœurs ont eu le courage de dénoncer publiquement. Il ne s'est rien passé. Il y a eu des campagnes de salissage qui se sont faites sous leur dos. Oui, parce qu'il y a eu des campagnes du côté des policiers là, qui militaient très fort. C'était un peu discutable. Voilà. Il y a eu des actions inacceptables qui ont été faites envers ces femmes, surtout d'une entité qui doit protéger le citoyen, surtout d'une entité qui doit donner la sécurité aux citoyens. Puis, quand il ressortait des dossiers, leurs dossiers judiciaires, est-ce que vous pensez que c'était une initiative pour les discréditer, en fait, au niveau de la justice? Ça a été des formes pour les discréditer, oui, pour dire, ben, elles racontent n'importe quoi. Écoute, ça demande un courage. Pour avoir été moi-même une victime d'agression sexuelle, ça demande le courage d'être sur ses deux pieds pour dénoncer. Mais lorsqu'on parle justement de ces formes d'agression ou de brutalité policière, c'est pas juste à Val-d'Or, c'est à travers le Québec. Parce que Val-d'Or a été l'élément déclencheur qui a fait que d'autres femmes ont dénoncé aussi un peu partout au Québec. On est en période électorale, même si vous travaillez plutôt au niveau du Québec. Quelles sont vos attentes par rapport à ces élections-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui peut arriver là, pour les femmes autochtones? Bien, écoutez, mes attentes, c'est vraiment at large. Il y a eu des grosses tensions, une grosse vague où est-ce que des femmes ont subi plusieurs choses. On parle des femmes autochtones disparues assassinées, on parle des dénonciations des femmes. Et on était comme en état d'urgence. Là, on a mis sur pied 2 commissions. Et c'est sûr que Femmes autochtones du Québec va pousser pour que les recommandations soient mises en œuvre. Il n'y a rien eu d'action. Qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes qui ont dénoncé? On cherche dans le concret, qu'est-ce qui se passe en termes d'action? La commission, c'est vraiment une enquête. Mais là, vous attendez vraiment des actions concrètes. Ce que les familles veulent, les familles qui ont eu des filles ou des femmes portées disparues, assassinées, ils veulent avoir des réponses. On peut-tu leur donner au moins des réponses? Ils vivent avec des points d'interrogation. C'est la même chose avec les femmes qui ont dénoncé. Maintenant, les femmes n'ont plus confiance au système. Les femmes ne veulent plus dénoncer parce que, après l'expérience qu'elles ont vécue, personne ne les croit. Donc, ça, c'est un gros défi, justement, même de notre part, comment on va redonner ça aux femmes, faire confiance à la justice. À chaque jour, il y a toujours une femme autochtone portée disparue. À chaque jour, il y a des femmes autochtones que l'on perd assassinées, qu'on retrouve assassinées. Est-ce que ça a réglé la situation? Ça n'a pas réglé la situation. Et c'est la même chose pour la brutalité policière. Peut-être encore plus parce qu'ils ont osé dénoncer. Et on sait que maintenant, avec tout ce qui se passe, on parle d'inaction de la part du système judiciaire. Bon, ben on est en train d'ouvrir une porte de violence gratuite. Là, on va être les meilleures cibles. Allez, violez-nous, battez-nous, tuez-nous. Il n'y a pas de conséquences, donc c'est comme si c'était approuvé. L'impunité, elle est vraiment existante. Pour 2019-2020, est-ce que vous avez des dossiers plus importants que d'autres ou c'est vraiment l'emphase mise sur les traitements envers les femmes autochtones? Il y a quelque chose que je n'ai pas vu à l'intérieur des réseaux sociaux ou des journalistiques, c'est la loi S3. Il y a des femmes qui se sont battues depuis longtemps. Tout à l'heure, on a dit la naissance de femmes autochtones parce qu'il y a des femmes autochtones qui ont marié des non-autochtones qui ont perdu leur statut. Donc, elles ont gagné une bataille en 1985. Et dans la loi sur les Indiens, quand même, c'était encore, les noms apparaissaient. Donc, c'est le 6.1C, ce qui te définit, toi, quand tu as regagné ton statut en 85.
Mais pourquoi est-ce qu'un homme, lui, qui a marié une Québécoise, ne permet pas son statut? Et c'est là qu'on a dénoncé... En fait, même, il donnait son statut, là... Il donnait son statut, mais lui ne perdait pas. Pourquoi est-ce que moi, en tant que femme autochtone, je perds mon statut, mais mon frère ne va pas perdre son statut? C'est là qu'on dénonce, justement, la discrimination basée sur le sexe ou le genre. Et la bataille, elle est gagnée. La bataille, elle est gagnée, mais on n'entend absolument rien. Pourquoi les organisations autochtones ou les communautés autochtones ne sortent pas de communiqué de presse? On a sorti, nous, un communiqué de presse pour souligner une grande bataille des femmes. Elles ont gagné une bataille. C'est une bataille historique, disons-le. Une bataille historique, évidemment, et je n'ai pas vu de communiqué de presse d'autres organisations. Bon, tu sais, encore, le système patriarcal est très, très fort. OK? Au lieu de penser, bien, ça a été une belle bataille que les femmes ont menée, félicitations, let's go. Je pense qu'il y a beaucoup de craintes parce que ça va être la réinscription des gens. Bon, on est pris avec des formes coloniales qui, parfois, on les exerce inconsciemment, mais il y a aussi le système patriarcal qui est très, très fort. Et maintenant, même si je réinscris ces gens-là, ça, c'est vraiment le côté des communautés. Le financement reste tel quel. Et toutes les communautés sont en mode survivance économique. Écoute, quand on a marché pour la loi C3 en 2010, je crois, 40 000 Autochtones étaient en attente d'être réinscrits. Et on a ressenti la réticence de nos leaders politiques. Pourquoi? Parce que justement, même s'ils sont inscrits, le budget reste tel quel. Est-ce que vous pensez que la réticence des communautés autochtones peut avoir avec la loi qui a été votée récemment en 2015-2016 qui donne un statut d'autochtone aux Métis et aux ceux qui étaient considérés comme non autochtones? Est-ce que vous pensez que ces communautés-là peuvent se sentir comme peut-être menacées par rapport à leur financement, par rapport à ces communautés-là? Moi, je dirais c'est bien avant ça. Okay. Parce que tout part de celles qui se sont battues pour retrouver leur statut en 85. Donc, c'est bien, bien avant 2015. Et en même temps, les communautés ne sont pas préparées à ça. Premièrement, est-ce que toutes les communautés ont leur code d'appartenance? Est-ce que toutes les communautés ont travaillé leur code de citoyenneté aussi? Qui on entre, qui on reconnaît, etc. Donc, c'est quand même un héritage colonial qu'on a eu. Je sais qu'on n'a jamais étiqueté nos propres enfants, d'où ils venaient. On les acceptait tels quels. Écoutez, Mme Michel, c'est tout le temps qu'on avait pour notre entrevue. C'est vraiment passionnant. Je suis persuadée qu'on va avoir l'occasion d'échanger ensemble encore sur d'autres sujets importants pour les femmes autochtones du Québec et qui ont une répercussion sur le monde entier. Merci beaucoup pour votre temps. Depuis 2013, la Journée du chandail orange a pour objectif d'éduquer la population sur les impacts qu'ont eu les pensionnats pour Indiens sur les individus qui les ont fréquentés, leurs proches et les communautés autochtones dans son ensemble et pendant plus d'un siècle au Canada. Rappelons que le dernier pensionnat pour Indiens, aussi appelé école résidentielle, a fermé ses portes en 1996 et qu'ils ont été fréquentés par environ 150 000 Autochtones. Aujourd'hui, je porte ces boucles d'oreilles orangées en leur mémoire et plus particulièrement en la mémoire de mon propre père, qui lui aussi fut un survivant des pensionnats. En mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous remercions d'avoir été une fois de plus avec nous et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles nationales. Je suis Sophie Claude Miller, Miigwech, Jinashkumitin. Merci.